La cantine, elle nous nourrit tout au long de notre vie. Crèche, école, entreprises, hôpitaux, maisons de retraite. Ça t'a plu? Ouais. En fait, j'aime pas. Avec 4 milliards de repas servis en France chaque année, la restauration collective est un des rares secteurs qui échappe à la crise. Les Français Elior et Sodexo dominent ce marché de plus de 17 milliards d'euros. L'un de ces grands groupes a accepté d'ouvrir les portes de ses cuisines. Un voyage inédit dans les temps modernes de la restauration. Des mélanges de légumes pour nos potages, parce que tous nos potages sont fabriqués maison. Certaines sociétés de restauration n'hésitent pas à remplacer les aliments frais et biologiques par des produits industriels et bas de gamme. Dans les cantines, il est même impossible de savoir d'où vient la viande, au grand désespoir des éleveurs français. En entrée, marché public croustillant, viande et légumes à la sauce rabais en plat principal et farandole d'arnaque en dessert. Bon appétit! Voici le menu indigeste auquel nous convie parfois la restauration collective. D'ordinaire paisible, la ville natale de Marcel Pagnol est secouée par une polémique depuis plusieurs mois. En novembre 2015, le maire annonce qu'il souhaite privatiser la restauration collective de sa ville. Aux grandes dames de la population. Maintenant, je n'ai plus confiance en mon maire. Donc, il essaye de nous endormir. Voilà. Je demande que vous évacuez la salle. L'objet de la controverse, c'est cette cuisine centrale publique qui fournit les cantines scolaires et les maisons de retraite d'Aubagne. La mairie souhaite confier sa gestion à une société privée afin d'améliorer le contenu de l'assiette. Mais les parents d'élèves n'y croient pas. Je connais le système des cuisines type Sodexo, Sogérès, Elior et compagnie. Et il n'y a que le profit qui va passer en avant. Donc les repas seront moindres au niveau qualitatif, quantitatif. S'il trouve que la cuisine centrale a des défauts, il a qu'à mettre les moyens et pour qu'on puisse garder notre service public. L'autre argument du maire, c'est cet audit financier réalisé quelques mois plus tôt. Dans ce rapport, le service public est pointé du doigt. Les coûts constatés sont très supérieurs à ceux du marché. Le document conclut que la ville pourrait faire 700 000 € d'économies annuelles en privatisant la cuisine centrale. Pour Magali Giovanangeli, une élue d'opposition, cette étude serait biaisée. Elle dénonce même un conflit d'intérêts avec un grand groupe de restauration. Cet audit a été élaboré par un cabinet qui s'appelle Poivre et Sel, dont le personnage principal a été longtemps un cadre éminent de la Sodexo et de Sogérès. Donc cet audit est un audit qui est à la fois jugé parti, donc nous pensons que c'est grave. Nous pensons qu'il n'a été là que pour justifier la délégation de service public qui profitera derrière à une entreprise privée qui viendra faire du bénéfice. Le maire n'a pas voulu s'expliquer sur son choix. Dans la banlieue d'Aubagne, est installé le cabinet de conseil qui a conduit l'audit sur les cantines. Son dirigeant reconnaît avoir travaillé pendant 35 ans pour 2 sociétés de restauration collective. Alors justement, comme vous avez travaillé pour des groupes de restauration, il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas d'indépendance lorsqu'on a eu un pied dans le métier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Une autre question? Enfin, bon, il y a des personnes qui pensent qu'il peut y avoir conflit d'intérêts. J'ai travaillé pour des sociétés de restauration et pour plusieurs sociétés de restauration, mais je ne travaille plus pour eux. Aujourd'hui, je suis totalement indépendant et le meilleur moyen de durer est justement de conserver cette indépendance. Malgré cette ligne de défense,
Magali Giovanangeli a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour irrégularité. Elle espère empêcher la mainmise d'une société privée sur la cuisine centrale d'Aubagne. Pour les entreprises de restauration collective, les cantines scolaires sont un marché particulièrement juteux. À Aubagne, c'est un budget d'1,5 million d'euros par an. À Avignon, par exemple, 2 millions d'euros. À Marseille, 20 millions d'euros. De quoi aiguiser tous les appétits. Une fois la privatisation actée, comment la ville choisit-elle la société de restauration qui va fabriquer les repas pour les cantines? Cette procédure est très encadrée par la loi. Le maire doit lancer un appel d'offres. Plusieurs sociétés de restauration sont mises en concurrence. La municipalité doit choisir la meilleure prestation au meilleur prix pour la ville. Pour garantir la transparence de la procédure, le maire fait appel à un cabinet de conseil qui va arbitrer entre les sociétés de restauration. Agriat est l'un des plus gros cabinets de conseil en restauration collective. Des spécialistes qui gèrent chaque année une quinzaine de procédures pour le compte de collectivités locales. Ce matin, ils doivent examiner un appel d'offres pour les cantines d'une grande ville d'Île-de-France. C'est de plus en plus gros ces dossiers, hein. Les deux grands groupes français, Sodexo et Elior, ont envoyé leur dossier de candidature. Voilà. Ici, on est à 1 million de repas par an. Comprenez bien que les candidats vont faire le nécessaire pour se battre sur ce type de dossier. L'idée, c'est de tirer le vrai du faux de ces offres en disant qu'est-ce qui est du marketing et qu'est-ce qui est du concret pour la ville. Et on sait bien que les grands groupes savent traiter ou savent travailler leur marketing. Donc, par semaine, les candidatures doivent répondre à tous les critères de qualité fixés par la ville. Si on poursuit sur les labels... Pour le bœuf, on a une qualité à peu près ici similaire. Vaud, c'est mieux, j'ai du label rouge. Après avoir comparé toutes les offres, le cabinet de conseil va faire ses recommandations à la mairie. La deuxième offre, répondez. Nous ne décidons jamais, nous sommes conseil, nous ne sommes pas ni élus ni services. En revanche, nous apportons nos recommandations. Qui sont toujours suivies. On prend toujours parti. Elles sont suivies dans 99% des cas. Les cabinets de conseil ont donc un rôle crucial dans l'attribution des marchés publics. Et les sociétés de restauration ont tout intérêt à les séduire. Certaines iraient même jusqu'à acheter leur jugement. Le dirigeant d'un cabinet de conseil accepte de nous parler de ces pratiques illégales, à une condition, qu'il reste anonyme. L'indépendance des cabinets de conseil est une vraie question. Les uns connaissent les autres et les autres connaissent les uns. Et là, il y a un risque de perte d'indépendance. Est-ce qu'une société de restauration a déjà tenté de vous corrompre? Bien sûr. Bien sûr que les sociétés de restauration vont avoir tendance, à partir du moment où vous créez votre cabinet de conseil, à venir vous voir et à faire en sorte que vous soyez l'intercesseur auprès de clients, y compris par certains moyens qui ne sont pas toujours tout à fait honnêtes. Et comment? Tout simplement en vous proposant de l'argent. C'est arrivé. Bien sûr. Ben, vous refusez dans ces cas-là et vous gardez votre honneur pour vous. Une affaire judiciaire est emblématique de ces pratiques troubles. En 2011, 2 cadres d'Avenance, une filiale du groupe Elior, ont été condamnés à une peine d'1 an de prison avec sursis pour trafic d'influence actif. L'histoire démarre en 2006 à Asnières-sur-Seine. À cette époque, la société Avenance gère les cantines de la ville. Un contrat de 4 millions d'euros par an qui arrive bientôt à son terme. Pour remporter le nouveau marché, Avenance verse 50 000 € au cabinet de conseil qui gère l'appel d'offres.
Une pratique illégale. Mais la société de restauration ne se contente pas de soudoyer le cabinet de conseil. Elle cherche aussi à s'attirer les faveurs du numéro 2 de la mairie d'Asnières, Bernard Lotte. Condamné à 1 an de prison avec sursis pour trafic d'influence passif, il s'exprime pour la première fois et nous avoue un petit faible. Amateur de bonne table. Et ça faisait partie, entre guillemets, de mes travers. Je ne vous cache pas combien moi-même, de ma propre poche, j'étais un habitué de la closerie des Lilas, Jalot 1900. Dans son groupe, Avenance possède justement plusieurs tables de prestige. Comme au 2e étage de la Tour Eiffel, le restaurant gastronomique Le Jules Verne. À cette époque, Bernard Lotte bénéficie de 8 repas offerts par la société de restauration pour un montant total de 4 000 €. Et quand il fête son mariage dans un hôtel particulier du quartier latin, c'est encore Avenance qui offre le champagne. C'est pas parce que vous acceptez une invitation qu'automatiquement vous acceptez des contreparties. Ça fait partie des relations de bonne convivialité. C'est condamnable d'avoir des liens avec une société qui va se porter candidate. Tout renouvellement commande d'être prudent et je ne l'ai pas été. Voilà. Bon, les choses sont claires en ce qui me concerne, même si je n'ai pas été le décideur au final. En 2007, sur les recommandations du cabinet de conseil, la mairie d'Asnières renouvelle le contrat d'avenance pour 7 ans. Un contrat qui rapporte 28 millions d'euros à la société de restauration. En 2008, la majorité change. Sébastien Pietrasanta, aujourd'hui député, est élu maire d'Asnières. Il continue de travailler avec Avenance jusqu'à la fin du contrat. J'étais un jeune maire, donc surpris un peu de pratiques d'un certain nombre d'entreprises, dont Avenance, qui, pour la nouvelle année, m'avait envoyé une caisse de champagne à mon domicile. Donc je leur avais envoyé en disant que je préférais que l'argent soit mieux utilisé pour les enfants. Et puis depuis, en tant que maire, je n'ai jamais eu de nouvelle caisse de champagne d'Avenance. En 2013, il lance un nouvel appel d'offres et choisit une autre société. On a obtenu sur la durée du contrat près d'1 million d'euros d'économies et on a obtenu en plus de 40% de bio, ce qui n'était pas le cas avant, des labels de qualité, des engagements en matière de développement durable. Et donc, encore une fois, voilà, c'est une amélioration substantielle du contrat qui a certainement été très mal négocié à l'époque. Les cadres d'Avenance impliqués dans cette affaire n'ont pas souhaité s'exprimer. Quant au cabinet de conseil, depuis cette histoire, il n'existe plus. Il y a 20 ans, la ville de Nancy a été l'une des premières à déléguer sa restauration collective à un prestataire privé. 25, hein. Tous les jours, les repas sont livrés aux écoles dans des barquettes. Et à midi, les dames de service se contentent de les réchauffer. Hors frais de personnel, le repas complet coûte moins de 2 €, un tarif imbattable. Mais à ce prix-là, le festin ne laissera pas que des bons souvenirs. Sébastien, la sauce elle est bonne, c'est vrai qu'elle est très bonne, mais quand même, faut que tu manges un peu de viande quand même, hein? Tu manges pas? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Oui, c'est dégoûtant. J'aime pas les haricots verts. Il y a beaucoup de gras et je déteste le gras. Il n'y a pas que ces enfants qui boudent leur assiette. Dans la restauration collective, en moyenne, 1/3 des plats sont jetés. Comment ces repas à bas prix sont-ils fabriqués? La société de restauration, c'est le leader mondial, Sodexo.
Exceptionnellement, le groupe a accepté d'ouvrir les portes de cette cuisine centrale, présentée comme un modèle. Une usine où sont fabriqués chaque jour près de 7000 repas pour les cantines scolaires, mais aussi les crèches ou les maisons de retraite. Laurent Cotineau dirige la production et supervise les approvisionnements. Dans les frigos, il tient d'abord à montrer certains produits frais et labellisés. Nous utilisons de la viande label rouge pour tout ce qui est veau. Donc c'est un veau qui vient de l'Aveyron. Nos produits jambon, c'est aussi du label rouge. Quelques viandes nobles pour la vitrine, mais l'essentiel des stocks se trouve ici. Et donc là, nous sommes dans la chambre froide négative, donc dans le congélateur. Donc le sigle FR qui correspond à français. L'escalope de dinde est bien française, mais reconstituée et surgelée. Les cordons bleus et le poisson pané sont bon marché et industriels. Des pommes noisettes, des frites. Côté légumes, il y a aussi toute une gamme de produits surgelés prêts à l'emploi. Des mélanges de légumes pour nos potages, parce que tous nos potages sont fabriqués maison. Quand le directeur parle de cuisine maison, il s'agit d'une cuisine d'assemblage avec des produits surgelés. Comme pour cette poêlée forestière, la recette est simple. Pourquoi du surgelé et pas du frais, là, ce genre de produit? Parce que 500 kg d'haricots verts, il faudrait les équeuter et c'est pas possible. En cuisine, c'est la course à la rentabilité. Une équipe de 10 personnes seulement fabrique 7000 repas chaque jour. Cadence soutenue et division du travail. Bienvenue dans les temps modernes de la restauration. Tous les aliments sont pesés pour répondre aux normes nutritionnelles. On a des réglementations nationales qui nous disent aujourd'hui, pour un enfant de 3 ans à 6 ans, c'est 120 grammes par exemple de légumes, c'est 80 grammes de rôti. Donc on se doit de respecter ces engagements. En respectant les quantités au gramme près, le groupe fait aussi des économies, en limitant les pertes. Ce modèle industriel très rentable, Sodexo l'a décliné dans une dizaine de cuisines centrales en France et exporté dans le monde entier. Le géant sert chaque jour 75 millions de consommateurs dans le monde. Des universités colombiennes aux hôpitaux chiliens, en passant par les maisons de retraites américaines. Son chiffre d'affaires, 19,8 milliards d'euros, talonne celui de McDo. Une success story qui a commencé il y a 50 ans. À l'époque, Pierre Bellon, un transporteur marseillais, lance une petite société de livraison de repas pour les entreprises. Avec l'augmentation de la population active, la demande explose et Pierre Bellon gagne de nombreux marchés partout en France avec ce credo. Ce que l'on cherche, c'est à assurer la meilleure prestation au prix le plus bas. Depuis, ce slogan a fait ses preuves. Aujourd'hui, Sodexo est coté en bourse et réalise 700 millions d'euros de bénéfices. Sa force, c'est sa politique d'achat, calquée sur la grande distribution. Le siège de Sodexo en région parisienne. En France, le groupe nourrit 2,5 millions de consommateurs dans tous les secteurs de la vie et doit acheter des milliers de tonnes de denrées alimentaires. C'est la mission stratégique de cette centrale d'achat. Donc nous avons par exemple un expert ici qui s'occupe de la famille pommes de terre, mais aussi la famille riz, semoule, de la famille poisson. Et nous avons une expertise aussi sur les produits matières grasses, donc tout ce qui est huile, l'ensemble des huiles, les huiles de friture, les huiles pour faire des sauces salades.
Une soixantaine d'acheteurs repèrent les fournisseurs et négocient les tarifs. Chaque année, le groupe achète 75 000 tonnes de légumes ou 15 000 tonnes de viande. Ces quantités permettent de tirer les prix vers le bas. Notre secret, c'est de réserver des volumes, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat, en engagement, en anticipation avec nos fournisseurs. On suit les cours des matières premières, parce qu'on est basé sur les cours des matières premières pour fonctionner. On suit aussi l'avis de notre fournisseur. En fonction de ça, on définit un prix ensemble. En s'engageant à acheter ces volumes, certaines sociétés de restauration sont en position de force pour obtenir de leurs fournisseurs d'énormes ristournes. Une pratique opaque, mais légale, qu'on appelle les remises arrière. Même si le sujet est tabou, François Dumoulin, un ancien cadre de la restauration collective, accepte d'en témoigner. Les remises arrière, c'est tout simplement une remise qui est faite sur les volumes achetés par les grands groupes de restauration collective. Elles vont demander à rétrocéder une part très importante du prix qu'elles ont payé. Cette part très importante, elle peut être de l'ordre de 10, 15, 20, mais parfois 30 à 40% du prix de base. Par exemple, tout au long de l'année, une société de restauration achète le kilo de bœuf à 10 €. En contrepartie de l'achat de gros volumes, elle impose à son fournisseur de viande de lui reverser en fin d'année 2 € le kilo. Au final, le kilo de bœuf ne lui coûte donc que 8 €. Et cette belle ristourne, elle n'en fait pas profiter son client. Lui va payer le prix fort. La collectivité, l'entreprise privée, la maison de retraite, l'école, pensent que plus le chiffre est élevé, meilleur c'est. Et donc la société de restauration collective présente des chiffres très élevés, mais ce sont des chiffres qui sont, la plupart du temps, assez fictifs. Autre stratégie pour faire baisser les prix, acheter à l'étranger au détriment des producteurs français. Dans le Limousin, les éleveurs dénoncent l'achat de viandes européennes au rabais, largement consommées dans les cantines. Bertrand Venteau élève une centaine de bêtes et gagne 600 € par mois. C'est très dur pour les éleveurs, avec globalement du 60-70 heures par semaine. Voilà, on est souvent à la limite du burn-out parce que concrètement, on travaille beaucoup, on n'a pas de perspective en termes de retombées financières et on vit de plus en plus dans l'isolement. Donc c'est quelque chose qui est très dur mentalement. Ce jour-là, avec une dizaine d'éleveurs, ils préparent une action coup de poing. Ça va combien toi, Johannes? Les trucs là? Ouais. Leur cible, un restaurant d'entreprise à Limoges. Ah oui, oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, ce sera peut-être mieux que... Oui. Il faut aller voir dans les cuisines ce qui se passe, hein. C'est le but de la mission, on va dire. Qu'est-ce que vous cherchez? En particulier l'origine des viandes, puis le prix auquel ils achètent les produits, voilà, et surtout la traçabilité. C'est éminemment important. Allez. Les éleveurs doivent rentrer dans une grande entreprise du bâtiment. Pour nourrir ses employés, cette société fait appel au groupe Sodexo. Avant de rentrer dans les cuisines, les éleveurs doivent d'abord passer par l'accueil de la société. Tout ce qu'on veut faire, c'est pouvoir avoir accès à la cuisine, c'est pas concernant le... C'est par rapport aux plats qui peuvent être préparés pour d'autres structures. C'est une propriété privée, de toute façon. Je comprends bien qu'on est sur une propriété privée, tout à fait, mais enfin, je vois pas ce qu'il y a à pas être transparent par rapport au restaurant d'entreprise qui est en bas, quoi. Je veux dire, il y a quoi à cacher? Honnêtement, Sodexo a quelque chose à cacher Une employée de Sodexo est chargée d'intervenir. Et donc des représentants de la... Coordination rurale. Voilà. On voudrait venir avec vous pour voir ce que vous cuisinez. Bah écoutez, c'est pas possible pour le moment, on n'a pas nos dirigeants qui sont ici, donc si vous désirez les contacter et revenir... Non, mais nous on reviendra pas, je veux dire honnêtement, aujourd'hui on est là, et nous ce qu'on veut savoir là, c'est l'origine des viandes. Est-ce qu'il y a de l'appro local, national, européen, quelle proportion, et à quel prix vous l'achetez, voilà. Après 3 quarts d'heure d'attente, ils peuvent enfin rentrer dans la cantine. Faut qu'on leur coupe l'appétit. Une visite improvisée, juste à l'heure du déjeuner. Dans ce restaurant d'entreprise, la prestation est plutôt bas de gamme.
Voilà. Bon appétit. Au menu aujourd'hui, burger de veau aux aubergines gratinées et l'incontournable steak haché surgelé. En cuisine, les éleveurs vont vérifier s'il s'agit bien de viande française. Bon, c'est bien propre. Dans les frigos, de la charcuterie sous vide, mais pas de viande. Ils ont fait le ménage avant qu'on arrive. Ça a permis de nettoyer sur l'origine et compagnie. De ce que vous a été livré, vous avez bien quelque chose, vous avez bien une trace. Vous avez bien des bonnes livraisons, vous avez bien des choses comme ça. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Si. Si. Ah si. Ah si. Non, vous avez déjà le... Non, mais le frigo, on nettoie ce qu'on veut et tout, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. L'employé finit par céder et leur donne les étiquettes de la viande que le restaurant doit garder en cas de contrôle. T'as de l'agneau, toi? C'est du porc. Il y a abattage Grande-Bretagne. Ça sent l'agneau néo-zélandais à 200%. Il faut quand même que les gens le sachent, c'est que l'agneau néo-zélandais, il rentre souvent par la Grande-Bretagne. Et la restauration collective, elle utilise ça parce qu'en termes de prix, l'agneau, ça ne le fait pas cher. Quant au steak haché, lui aussi a fait un beau voyage. Italie. Donc les annonces en disant on va faire manger du français et compagnie, bah, on n'aura pas la trace. Hein. C'est très clair, c'est très clair. Hein. Aujourd'hui, c'est la loi du moins cher et puis c'est tout. Hein. La loi du moins cher. Comment le groupe Sodexo justifie-t-il ses achats de viande à l'étranger? Sur la viande, il y a des éleveurs qui manifestent, qui disent que la restauration collective ne se fournit pas en viande française, pas suffisamment. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Sur la viande bovine, on a un approvisionnement de l'ordre de 50% de viande française. C'est pas vraiment suffisant encore, 50%. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça correspond à une réalité de marché. L'approvisionnement de la viande bovine doit se gérer en fonction de nos besoins. C'est une question d'offre et de demande, de disponibilité de produits. C'est une question de prix aussi? Non, c'est pas forcément une question de prix parce qu'il y a une variation des cours et c'est l'offre et la demande qui fait les cours et on renégocie à étapes régulières nos produits. Donc, ce n'est pas qu'une notion de prix. Ça l'est aussi quand même? Non. Globalement, non. Le groupe Sodexo affirme même que toute filière confondue, 80% de ses approvisionnements sont d'origine française. Des chiffres impossibles à vérifier. Mais cette promesse paraît intenable pour ceux qui connaissent bien les sociétés de restauration. Elles peuvent le dire. Mais qu'en est-il réellement? Elles ont pu faire 1 ou 2 centimes de marge sur leurs produits, mais multiplié par un volume très très important. Et c'est ce volume-là qui garantit la marge finale. Or, on demande aujourd'hui aux sociétés de restauration collective de supprimer ce volume et de dire vous allez acheter local, auprès du producteur local. Mais vous leur demandez quelque part de se suicider. Pour continuer à encaisser leurs marges, les groupes de restauration collective ont mijoté quelques nouvelles recettes. Certaines sociétés ne respectent plus leurs engagements sur le contenu de l'assiette. Cet inspecteur est diligenté par une mairie pour contrôler ses cantines et il souhaite rester anonyme. En 2009, cette commune a signé un contrat avec un grand groupe. La visite commence par le restaurant municipal. Bonjour. Tu contrôles, oui, tout à fait. Sur les écoles ou Non, ici et après sur les écoles. D'accord, ok. Dans cette cantine, le contrat prévoit une prestation haut de gamme. Il stipule que 100% des légumes doivent être issus de l'agriculture biologique et la viande doit être d'origine française. Donc généralement, je contrôle savoir si toutes les denrées sont d'origine française, sauf le poisson. D'accord. Et je contrôle si tous les produits sont bio ou pas bio. Donc je regarde les étiquettes. Il t'a caché italien.
Et comment ça se fait que ça vient d'Italie, ça? C'est moins cher en Italie quand on vient d'Italie, là. Oh là. Tu vois ça? Tartine de pain grillé avec du chèvre. Alors, ce sont des belles portions, mais industrielles. Il y a plein de produits, on peut dire, chimiques. E516, E450, E407, E412. Quant aux légumes bio, il n'en voit pas dans les frigos. L'inspecteur vérifie directement auprès du cuisinier. Il y en a ou il n'y en a pas? Non. Non. Il n'y a rien de bio, alors, si c'est la question. Le contrat prévoit du bio, donc c'est une meilleure qualité, c'est plus sain, alors que là, c'est vraiment du tout blanc. On ne sait pas si c'est de la très très bonne qualité, ou si c'est du passable, si c'est... On ne sait pas. Dans les cantines scolaires régies par le même contrat, les enfants ont-ils plus de chance? Est-ce qu'il y a du bio maintenant? Non, toujours pas de bio. Il n'y a plus de bio. Il n'y a plus de bio, et on vous a dit pourquoi? Non, on va nous le retirer, non, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Marquette où il n'y a plus d'indication de bio. Tous les légumes devraient être bio. D'accord. Tous. Sans exception. Pourquoi c'est comme ça d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Économie. On arrive en dernière année. Donc la municipalité ne va pas dénoncer le contrat. Elle va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous inspire? Malheureux. Je trouve malheureux pour les gamins. Beaucoup de gamins ne mangent pas, et échappent, il y a beaucoup de gâchis. Ces entorses au contrat sont passibles d'amende. Mais les mairies sanctionnent rarement les sociétés de restauration. Elles préfèrent éviter toute polémique. Selon les professionnels, ces tricheries sont une pratique courante. On a, j'allais dire, 1 fois sur 4, un non-respect sur nos contrôles initiaux des engagements tenus. C'est la question essentielle, unique du rapport qualité-prix. Hein. Si je ne sers pas tout à fait la qualité, eh bien, je fais des économies par rapport au budget initialement prévu. Philippe Durèche est un ancien dirigeant d'une société de restauration. Depuis 10 ans, il inspecte les cantines pour le compte de municipalités. En matière de restauration, vous n'avez que 2 moyens pour gagner davantage d'argent. C'est soit payer moins cher vos denrées alimentaires, ou soit en mettre moins. Là, c'est l'illustration du mensonge avec les grammages, puisqu'une tranche de pâte, normalement, doit faire 30 grammes, minimum 40 grammes. Et là, vous voyez, ça fait 26 grammes. Donc, c'est pareil, on réduit les portions. Au fil de ces contrôles, il s'est constitué un florilège. Le florilège. Autre tricherie, vous avez l'opérateur qui vous appelle et qui vous dit « Oh, finalement, j'ai pas eu de bonne viande, donc j'ai préféré changer le menu. » Donc les changements de menu, vous en avez en pagaille. Mais comme par hasard, le changement de menu se fait toujours au détriment de la qualité intrinsèque du produit. On vous dit qu'on va servir des produits frais, et puis quand vous regardez, ce sont des produits surgelés. Le jambon supérieur, il se transforme en épaule. Voilà, ça c'est un repas. Voilà, servi, le repas appétissant, comme vous voyez, hein, avec des nougat avec, pour le coup, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà un joli gratin de pâte, sauf que d'avoir des dés de jambon, eh bien vous avez des rondelles de saucisson à l'ail. Donc ça, c'est l'utilisation des restes. Ça, c'est consternant. C'est consternant. Consternant aussi, ces encornets à la texture élastique, ces omelettes industrielles toutes prêtes, ou ces cubes de saumon qui baignent dans la graisse. Voilà, la présentation du saumon, voyez-vous, on arrive à ce genre de choses. Parce que comme il faut faire des prix bas, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de présentation, donc la matière n'est pas traitée, quoi. C'est pas travaillé, il n'y a pas de respect. Autre recette à la mode en restauration collective, dégraisser le personnel. Commis de cuisine, magasinier, agent de service. Pour ces petites mains, les conditions de travail sont précaires. Quant au salaire, ils sont proches du SMIC. Dans le berceau de l'entreprise Sodexo, une partie du personnel est en grève.
Ici, le groupe gère l'une des plus grandes cuisines centrales de France. On continue notre combat, on continue. On ne peut pas lâcher ça. On ne peut pas admettre que 22 salariés ou 23 salariés se fassent licencier comme ça. La direction Sodexo, c'est une première qu'elle fait ça. On n'a jamais vu autant de mise à pied de cette ampleur. Merci à vous. Les chauffeurs-livreurs du site viennent réclamer le soutien de leurs collègues. En grève pour obtenir une augmentation de salaire, ils ont été licenciés par la direction pour abandon de poste. Ce que nous faisons est tout à fait légal. Nous sommes en grève et nous avons été mis à pied arbitrairement. Christian Bacali est le plus ancien employé du site. Il travaille chez Sodexo à Marseille depuis 38 ans. Je suis à 1 400 € par mois. Net ? Net. Après 38 années de bons et loyaux services. 38 années où mon nom il est complètement inconnu pour un arrêt maladie, pour un accident de travail, pour une absence non justifiée. Pour les nouvelles recrues, les conditions salariales sont encore plus difficiles. Lionel Hébreu, lui, a signé un contrat d'un genre nouveau. Moi, j'ai un contrat type intermittent, ce qu'ils appellent un CDI. En fait, si on n'a pas de travail pendant les vacances, ici c'est fermé, il n'y a pas de livraison, nous ne travaillons pas. On est obligé de jouer avec nos RTT ou si on n'a plus d'RTT, on n'est pas payé. Les chauffeurs marseillais ont porté l'affaire devant les prud'hommes. Pour apaiser les tensions, la direction a décidé de réintégrer 11 d'entre eux, après 1 mois et demi de combat. Les autres seront indemnisés. Mais la tendance est au dégraissage. En novembre 2015, Sodexo a annoncé 1200 suppressions de postes, alors que les bénéfices du groupe ne cessent de grimper. Le directeur général est l'un des patrons les mieux payés du CAC 40. Michel Landel dispose d'un quart d'heure pour aborder la politique sociale du groupe. Comment vous expliquez qu'on puisse supprimer des postes alors qu'on fait des millions et des millions de bénéfices? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement compétitif. Dans un groupe comme Sodexo, il y a forcément un moment où il faut se remettre en question. Comme c'est un groupe très, très grand, eh bien, on a aussi bâti avec le temps des inefficacités et tout ça, il faut se remettre en question. Même si vous faites des bénéfices? Mais oui, il faut, vous savez, aujourd'hui, pour faire une entreprise, il faut des femmes et des hommes, il faut des clients, il faut des actionnaires. Et il faut satisfaire les besoins de ces trois parties prenantes. Il faut trouver l'équilibre. Merci beaucoup. Une partie de la population souffre de cette quête permanente de la rentabilité. Des consommateurs particulièrement fragiles. Dans ce village d'Alsace, l'EHPAD, l'établissement pour personnes âgées dépendantes, accueille une 60aine de pensionnaires. Bonjour, Madame Metzger. Le petit déjeuner. Venez vous installer. Une population captive qui prend chaque jour tous ses repas sur place. Qu'est-ce que vous pensez des repas en général? Ça dépend. Il y a du bien et du... Mais je ne vais pas discuter avec ça. Tous les matins, les repas sont préparés dans la cuisine de l'établissement par le cuisinier, Bruno. Il est employé par un prestataire privé, l'Alsacienne de Restauration, une filiale du groupe Elior. Au menu, beaucoup de recettes maison, mais aussi quelques produits industriels. C'est quand même un produit, on va dire, qu'on utilise, une fois par semaine. En avril 2015, cet établissement a été classé médiocre par une enquête du magazine Que Choisir. Une étude qui dénonce une nutrition trop souvent sacrifiée dans les maisons de retraite.
L'auteur de cette enquête, c'est le spécialiste de l'alimentation, Olivier Andreau. On estime qu'entre 450 000 et 700 000 personnes en France sont concernées de près ou de loin par des risques de dénutrition. Et la dénutrition, c'est quelque chose de grave. Hein. C'est pas juste bon, j'ai plus très faim, je commence à maigrir. Non, non, c'est plus grave que ça. C'est finalement du fait du vieillissement de l'organisme fait qu'on va commencer à être en déficit, en des débuts de carence, une fonte musculaire, etc. Et qui peut être le début d'une spirale assez grave, parfois assez définitive. Dans la restauration collective, pour les personnes âgées, le respect des normes nutritionnelles n'est pas obligatoire. Mais pour prévenir la dénutrition, il existe quelques recommandations officielles. Passé 75 ans, il faut consommer de la viande en muscle, comme le bœuf ou l'agneau, au moins 2 fois par semaine. Et un produit laitier par repas. Pour vérifier si ces conseils sont suivis dans les EHPAD, Olivier Andreau s'est procuré les menus d'une centaine d'établissements et les a fait analyser par une nutritionniste. On a un problème sur les produits qui coûtent cher. Typiquement, c'est la viande de boucherie non hachée. Et là, on a la moitié des EHPAD qui sont non conformes sur ce critère, très probablement pour des raisons d'économie. Et à l'inverse, elles vont être remplacées par des plats principaux qui sont très pauvres en protéines. Ça va être des quenelles, ça va être des raviolis ou ça va être du fromage blanc. L'EHPAD de Bar a été épinglée en particulier pour ses repas trop pauvres en viande et en produits laitiers. Mais pour la directrice de l'établissement, le journaliste n'a pas bien lu les menus. Moi-même qui ne suis pas alsacienne d'origine, je vais vous dire, au début j'ai eu énormément de mal quand on validait les menus avec les résidents ou le cuisinier. Si on ne sait pas ce que c'est que du bake-off, évidemment il n'y a pas de viande, hein, mais du bake-off, il y a 3 viandes quand même hein, dans le bake-off. Voilà. Vous voulez dire que les menus ont été mal compris, Bien mal sûr, interprétés? Oui, les menus ont été mal interprétés. Pourtant, en cuisine, Bruno nous fait une confidence. Depuis l'enquête de Que Choisir, les menus servis aux résidents ont été remaniés. Là, il y a du haché parmentier, il y a de la viande hachée. Là, il n'y a pas de viande, c'est des légumes. Là, il y a du jambon. On a un peu varié pour changer. Et puis, on a fait en sorte des petits Suisses. Donc, vous voyez, on en met maintenant plus souvent, surtout en hiver. On met plus de laitage en hiver. Donc ça vous a fait réagir quand même, cette Voilà, étude. oui, ça nous a fait réagir. Mais même si ça vous a fait de la peine, ça vous a fait réagir. Oui, parce que c'est aussi le but, je pense. C'est aussi le but, parce que si on ne réagit pas là-dessus, ça ne sert à rien. L'association UFC Que Choisir réclame une législation plus contraignante. Elle permettrait d'augmenter les contrôles et surtout de sanctionner les établissements qui ne respecteraient pas les normes. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Écœuré par les dérives du secteur, un repenti vient de lancer une nouvelle société de restauration. Bon, vous regardez un peu ce qu'on a comme variété de pommes? C'est des pommes qu'on achète, de la pomme à croquer, de la pomme pour mes compotes, Oui. des pommes au four. Je vais en mettre dans mes menus jusque Il y a un an, Laurent Collard a créé une PME qui mise avant tout sur les circuits courts. C'est ça. Celle-ci pour les compotes. Oui, elle est aussi bonne à croquer que pour les compotes. J'adore cette pomme pour la tarte. Bonjour. Pendant 20 ans, il a travaillé pour des grands groupes de restauration collective et dirigé plusieurs restaurants d'entreprise. Une période qu'il ne regrette pas. J'ai retrouvé du goût. Et... Ça, c'était pas possible avant? Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette proximité. On achète un catalogue, on achète des lignes de produits. On ne fait pas le choix d'un produit comme ça sur le terrain. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a d'autres contraintes de gestion qui nous interdisent de prendre du temps pour aller sélectionner un produit. Son entreprise est installée à quelques kilomètres de ses vergers, dans un petit village de Seine-et-Marne. Tous ses fournisseurs sont situés dans un rayon de moins de 150 km. J'aurais bien aimé avoir un peu de thym frais, par exemple. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à passer, c'est nos salades de radis. Ouais. Tony, le chef, a lui aussi travaillé pour un grand groupe de restauration collective.
En cuisinant des produits frais et locaux, ils retrouvent le goût du métier. Ici, les viandes sont 100% françaises. Ces paupiettes viennent de Champagne. Bon, j'ai fait de la restauration aussi d'entreprise. En fait, par rapport à la restauration d'entreprise, on travaillait beaucoup de viande importée, beaucoup exclusivement de la viande surgelée. Là, on est plus sur des produits frais, on est sur des produits qui sont locaux. Déjà, ça fait une grosse différence pour l'économie locale. On ne va pas chercher de la viande à des milliers de kilomètres alors qu'on en a juste à côté. Mais revenir à de la vraie cuisine nécessite plus de personnel. Ici, il y a 2 fois plus d'employés que dans la cuisine centrale d'un grand groupe. Chaque jour, 6000 repas sont préparés pour les crèches, les cantines scolaires ou les maisons de retraite de la région parisienne. Comparés à ceux des mastodontes de la restauration, leurs tarifs sont plus élevés de 30%. T'en es où des menus de la semaine? Laurent Collard s'est associé à Antoine Massenet, un jeune entrepreneur qui souhaite redonner des valeurs à son métier. Belle chose à faire sur des avants de bœuf. À la base, la restauration collective, elle a été faite pour nourrir les enfants dans les écoles et les employer le midi. Et pas pour être des machines à fric drivées par des objectifs de rentabilité. Ces menus-là, ils ont été validés. Avec cette politique, leur société ne parvient pas encore à dégager de bénéfices. Une ville en France est parvenue à faire servir dans ses écoles des repas de qualité, 100% bio. À la cuisine centrale, c'est pourtant un grand groupe qui est aux commandes, Elior. Mais régulièrement, la mairie dépêche un de ses cadres pour contrôler la prestation. Bonjour. Vous allez bien? Savez-vous? Ça va, merci. Bonjour. Vous venez pour le contrôle? Oui. Prévu? Chaque bon de commande est passé au crible. Les haricots rouges. Oui. Là, pour le coup, j'ai pas l'assurance qu'ils sont bio, quoi. Oui. Donc, il faut qu'on ait le caractère bio et puis une copie de l'étiquette, quoi. Là, le haricot rouge bio. Ok. Haricot rouge bio. On confie la prestation à un opérateur privé, mais derrière, la confiance, elle n'exclut pas le contrôle. C'est contractuel aussi. On a un contrat. Il faut que cette prestation, elle soit remplie de A à Z. Une pression permanente qui empêche les tricheries. Ok. Quant aux enfants, ils sont sensibilisés au contenu de leur assiette. Oui, les aliments qu'on mange, ils ont pas de produits à l'intérieur chimiques. C'est tout naturel. Et pourquoi c'est bien que ce soit naturel? Parce que c'est meilleur pour la santé. Des menus bio et savoureux, c'est possible, à condition d'y mettre le prix. Ici, le repas est 40% plus cher que la moyenne. Mais la plupart des enfants finissent leur assiette. J'aime bien le poisson. Les pâtes j'aime bien, enfin pas vraiment. Le repas de la cantine, c'est très très bon. J'aime bien les épinards parce que c'est bon pour la santé. Une réussite qui devrait servir d'exemple. Mais tous les politiques ne jouent pas le jeu. Les sénateurs ont rejeté un projet de loi qui visait à imposer plus de bio dans les cantines. Avec cette décision, la restauration collective risque de rester encore longtemps un mauvais élève.